intervenir avant qu'il ne soit trop tard, il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes s'estimant victimes de violations de leurs droits fondamentaux s'adressent à la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle est cette Cour qui, depuis plus d'un demi-siècle, permet à des individus de faire condamner des États et dont les décisions peuvent affecter nos vies de tous les jours? C'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que quelques pays se sont rassemblés pour créer en 1949 le Conseil de l'Europe, afin de défendre les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit dans toute l'Europe. Ils ont adopté la Convention européenne des droits de l'homme, mettant en place un système unique à l'époque, avec un mécanisme de contrôle contraignant. C'est ainsi que la Cour a été créée en 1959, exprimant la volonté des États de ne plus jamais vivre les atrocités commises au milieu du XXe siècle. Ils étaient 12 États à s'engager à l'origine, ils sont aujourd'hui près de 50. La Cour siège à Strasbourg, au Palais des droits de l'homme. Elle est composée d'un juge par État membre du Conseil de l'Europe. Élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les juges sont totalement indépendants et ne représentent aucun intérêt national. Pour le traitement des affaires, ils sont assistés d'un greffe, composé d'un personnel qualifié provenant de tous les États membres. La Cour reçoit chaque jour des centaines de lettres et appels téléphoniques. Lorsqu'elles arrivent à la Cour, les requêtes sont triées puis envoyées à l'une des unités du greffe qui prépare les dossiers pour les juges. Toutes les décisions sont prises par les juges. Ils siègent en formation de juge unique, en comité de 3 juges, en chambre de 7 ou en grande chambre de 17 pour les affaires les plus importantes. La procédure est écrite, mais dans des cas exceptionnels, la Cour tient des audiences publiques, toutes filmées et retransmises sur Internet. La Cour reçoit un nombre considérable de requêtes chaque année. Cependant, la grande majorité d'entre elles sont rejetées au stade de la recevabilité, les conditions pour saisir la Cour n'étant pas remplies. C'est le cas, par exemple, lorsque l'affaire n'a pas été portée devant les juridictions nationales. C'est pour cela que la Cour ne rend un arrêt sur le fond que dans peu d'affaires par rapport au nombre important de demandes qu'elle reçoit. Elle statue alors sur le point de savoir s'il y a eu violation de la Convention et octroie, le cas échéant, une réparation pécuniaire. Depuis sa création, la Cour a examiné plusieurs centaines de milliers d'affaires. Il n'y a rien de surprenant à cela quand on sait que le nombre total d'individus protégés par le système est d'environ 820 millions de requérants potentiels vivant dans les pays qui se sont engagés à respecter la Convention. Les personnes protégées sont en réalité bien plus nombreuses. Les non-européens, qu'il s'agisse de réfugiés ou d'autres personnes se trouvant sur le territoire d'un État membre, sont eux aussi protégés. Ainsi, la Cour a condamné l'Italie suite au refoulement de Somaliens et Érythréens vers la Libye, d'où ils avaient pris la mer pour gagner l'Europe. Elle a jugé qu'ils risquaient de subir des mauvais traitements en cas de rapatriement. Il arrive aussi, exceptionnellement, que la portée de la Convention dépasse les frontières européennes. Le Royaume-Uni a été condamné suite au décès de civils en Irak dans le cadre d'opérations de sécurité des forces britanniques. La Cour a jugé que comme puissance occupante, assurant le maintien de la sécurité dans la région, le Royaume-Uni aurait dû mener une enquête sur les décès de civils impliquant des soldats britanniques. Un État peut donc être condamné pour des faits qui se sont déroulés hors de son territoire.
Mais il arrive aussi qu'un État soit condamné pour des faits commis sur son territoire par un autre État s'il en avait connaissance. C'est le cas de l'ex-république yougoslave de Macédoine, condamnée en raison des tortures infligées sur son territoire à une personne soupçonnée de terrorisme. Ces tortures avaient été commises par des agents de la CIA en présence de fonctionnaires de l'État concerné. De nombreux droits sont énoncés par la Convention. Le plus fondamental d'entre eux est le droit à la vie. La peine de mort n'est d'ailleurs plus appliquée dans les États membres du Conseil de l'Europe. Certaines affaires concernent les traitements subis par les populations se trouvant dans des régions de conflit. D'autres concernent le manque de protection des personnes par un État. Ainsi, la Turquie a été condamnée pour atteinte à la vie et discrimination à l'encontre des femmes. L'affaire portait sur des violences domestiques répétées qu'un individu exerçait sur son épouse et sa belle-mère, ayant entraîné la mort de celle-ci. La Cour a également été amenée à se prononcer sur la délicate question de la fin de vie. Dans une affaire concernant la France, elle a jugé qu'il n'y aurait pas violation de la Convention si la décision des juridictions françaises autorisant l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle d'une personne se trouvant en état végétatif était mise en œuvre. L'interdiction de la torture et des peines sous traitement inhumain ou dégradant est un autre droit primordial. La Grèce a été jugée responsable des tortures infligées à un migrant clandestin turc dont le bateau avait été arraisonné par les gardes-côtes grecs alors qu'il tentait de rejoindre l'Italie. Un des gardes-côtes l'avait frappé et lui avait fait subir des violences sexuelles. D'autre part, dans de nombreuses affaires concernant plusieurs États, la Cour a constaté un problème de surpeuplement carcéral et de conditions de détention inhumaines et dégradantes. Mais la plupart des cas soumis à la Cour portent sur le droit à un procès équitable, plus particulièrement la durée des procédures nationales. La Cour a reçu des milliers de requêtes de personnes qui ont parfois dû attendre plus de 20 ans dans leur pays pour obtenir une décision définitive. De nombreuses affaires portent également sur l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'une décision de justice. C'est le cas d'Anatoly Bourdov, qui avait travaillé sur le site de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Il a attendu plusieurs années avant que les autorités russes ne lui versent les indemnités accordées par les tribunaux pour ses problèmes de santé. La Cour a estimé qu'un État ne pouvait invoquer un manque de budget pour ne pas exécuter une décision de justice. Les droits et libertés énoncés par la Convention sont formulés de manière générale, et la Cour doit les interpréter à la lumière de la société d'aujourd'hui, pour ne pas en faire un texte inadapté aux préoccupations modernes. Par exemple, la Cour s'est prononcée à de nombreuses reprises sur des affaires de discrimination à l'encontre des homosexuels, qu'il s'agisse de la pénalisation de l'homosexualité, de l'interdiction des homosexuels dans l'armée ou d'organisation des Gay Pride, ou encore des questions liées au partenariat civil. Elle a également été amenée à se prononcer dans des affaires portant sur l'environnement. Dans une affaire qui a abouti à la condamnation de l'Italie et par la suite à la fermeture d'une usine classée à haut risque, la Cour a estimé que les autorités n'avaient pas informé les personnes vivant à proximité de l'usine des risques encourus et des mesures à prendre en cas d'accident, alors qu'une explosion et de nombreuses intoxications avaient eu lieu. La Cour s'est aussi prononcée sur des sujets inconcevables à l'époque de l'adoption de la Convention, comme par exemple dans des affaires liées aux nouvelles technologies. Ainsi, la Turquie a été condamnée pour avoir bloqué l'accès aux services d'hébergement de sites de Google. Pour la Cour, une telle restriction de l'accès à Internet a porté atteinte à la liberté d'expression. Les affaires traitées par la Cour peuvent aussi porter sur des questions politiquement sensibles. C'est le cas de l'affaire introduite par Yulia Tymoshenko, l'ex-premier ministre d'Ukraine, qui dirigeait l'un des principaux partis d'opposition du pays. Accusée d'abus de pouvoir après le changement de gouvernement, elle a été mise en détention provisoire. Pour la Cour,
Cette détention était arbitraire et illégale car elle n'avait fait l'objet d'aucun contrôle adéquat et avait été guidée par des motifs autres que les soupçons dont Yulia Tymoshenko faisait l'objet. Il arrive aussi que des affaires suscitent des réactions vives d'une partie de la population. Les droits protégés par la Convention s'appliquent à tous, y compris aux individus ayant commis des infractions très graves. Beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Dans une affaire ayant abouti à la condamnation de l'Allemagne, la Cour a dit qu'on ne peut menacer de torturer quelqu'un, même lorsque la vie d'une autre personne est en jeu. Les policiers allemands avaient menacé de torturer l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'un garçon de 11 ans, afin de lui faire avouer l'endroit où se trouvait sa victime qu'il croyait encore en vie. Ce ne sont que quelques exemples d'affaires. La Cour a constaté plusieurs milliers de violations. Certes, elle peut condamner des États, mais concrètement, quel est l'impact d'un arrêt de violation? Les incidences sont très importantes car les arrêts sont contraignants pour les États condamnés qui doivent les exécuter. C'est le Comité des ministres, l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, qui veille au respect des arrêts de la Cour et à l'adoption des remèdes nécessaires pour éviter toute nouvelle violation similaire de la Convention. Il se compose des ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil ou de leurs représentants permanents. Le comité se réunit régulièrement pour contrôler l'exécution des arrêts de la Cour et ne clôture l'examen d'une affaire que lorsqu'il est satisfait par les mesures prises par l'État condamné. Les nombreux changements de législation nationale auxquels ont donné lieu les arrêts rendus à Strasbourg ont un effet sur la vie de tous. Les arrêts de la Cour ont aussi permis, par exemple, de faire rejuger des personnes condamnées suite à un procès inéquitable, de restituer à leurs propriétaires des biens expropriés ou de les indemniser, de fermer des usines polluantes, ou encore de libérer des personnes détenues illégalement. Ces dernières années, plusieurs conférences à haut niveau sur l'avenir de la Cour ont rappelé l'importance du principe de subsidiarité, selon lequel la Cour ne doit être saisie que lorsque les individus n'ont pas obtenu la reconnaissance de leurs droits fondamentaux directement dans les États. Pourtant, aujourd'hui encore, la Cour reçoit de nombreuses requêtes similaires, des affaires répétitives parce que les États n'appliquent pas la Convention ou n'adoptent pas de loi pour mettre en œuvre et garantir les droits qu'elle énonce. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour accroître l'efficacité de la Cour, mais finalement, c'est dans les États que la Convention doit être directement appliquée. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour que la Convention soit respectée dans leur pays. En attendant, et depuis plus d'un demi-siècle, la Cour est le rempart des droits de l'homme en Europe, le dernier recours pour des millions de personnes.